Non. Fabien, une conclusion sur ce panorama un peu de la chirurgie vasculaire? En effet, bon, c'est assez diversifié. Je pense qu'on peut passer directement au sujet suivant, puisqu'on est en plein dans la pathologie vasculaire, et accueillir Madame Hélène Sussman, qui va nous présenter l'échodoppler pénien sous stimulation pharmacologique, un outil indispensable aux chirurgiens vasculaires et à l'urologue. En association avec notre collègue Eric Haller. En association avec Eric, qu'on présente. Chirurgien vasculaire également, bien sûr. Bien. Monsieur le Président, chers compagnons, c'est à la fois un honneur et un plaisir de présenter ou d'accompagner le docteur Hélène Sussman pour sa première présentation devant cette académie. Première présentation que nous souhaitons suivie de beaucoup d'autres. Merci beaucoup. Alors, Hélène a une spécialité qui est compagnon de la chirurgie. Et c'est toute la profondeur et la motivation de la présence d'Hélène aujourd'hui. Hélène est médecin vasculaire. Je crois qu'on peut dire qu'elle est l'experte française, très certainement, probablement européenne, dans l'exploration, c'est-à-dire la compréhension d'une pathologie qui a une incidence de santé publique extrêmement importante, puisque c'est la dysfonction érectile. Ronald de Virag fera une présentation tout à l'heure qui appuiera davantage ce sens de questions de santé publique. Activité compagnon de la chirurgie à plusieurs titres. D'abord, dans la compréhension des mécanismes physiopathologiques qui accompagnent la grande majorité des dysfonctions érectiles organiques, qui sont des mécanismes vasculaires, aussi bien artériels que veineux, mais également microvasculaires. Donc le premier point, c'est la compréhension de la physiopathologie. Et Hélène nous a fourni jusqu'à présent et continue à nous fournir des éléments supplémentaires de cette compréhension. Le deuxième point, c'est évidemment l'indication opératoire. On comprend tout le poids que cela a dans la chirurgie, certes pour sélectionner des patients, mais aussi pour garantir, par la bonne identification des pathologies, nous garantir ou améliorer la pertinence de cette chirurgie. Le troisième point de compagnonnage, c'est une activité de recherche et d'enseignement qu'Hélène a pratiquée en France et continue à pratiquer. Et je remercie à cette occasion le soutien de nombreux collègues dans cette pièce aujourd'hui à la création d'un diplôme universitaire consacré à l'enseignement de la prise en charge de la dysfonction érectile avec et sous le parrainage de nos collègues de la Pitié-Salpêtrière. Donc je remercie le président de l'Académie de chirurgie ainsi que les professeurs Fabien Koskas et Albert-Claude Benamou de me permettre de présenter ce travail. Ce que Eric Haller n'a pas précisé, c'est que j'ai été très intéressée par toutes les présentations précédentes, dans la mesure où j'ai travaillé comme médecin vasculaire à l'hôpital Henri Mondor pendant 30 ans, dans l'équipe à la fois de Didier Mélière, puis ensuite de Jean-Pierre Beckman. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon travail sur la dysfonction érectile, essentiellement d'origine vasculaire. Je m'y intéresse depuis que j'ai débuté la médecine vasculaire, c'est-à-dire depuis maintenant 1984. Donc d'abord, je vais vous présenter un tout petit peu d'histoire. L'intérêt pour la vascularisation du pénis est assez récente puisqu'elle date en fait des 30 dernières années du XXe siècle.
Le premier, c'était un chirurgien un microchirurgien vasculaire tchèque, Václav Michal, qui avait proposé une première intervention pour une revascularisation du pénis. Ensuite est apparu le Doppler pénien, et le premier qui l'a proposé dans l'exploration des artères péniennes est un Canadien, Abelson. Ensuite est arrivé en 1984 le travail Princeps, présenté par les docteurs Virag, Bouilly et Friedman, qui a été publié dans le Lancet à cette époque et qui était intitulé « Is Impotence an Arterial Disease ». Ce travail était relié la dysfonction érectile et les facteurs de risque vasculaire et utilisait bien sûr le Doppler dans cette étude. Ensuite, c'est surtout l'utilisation systématique du test à la papavérine et l'apparition de l'échographie qui a permis de faire de grands progrès dans cette exploration. D'accord. Pourquoi cet examen échodoppler est tellement intéressant? Il est intéressant d'abord parce que le pénis est un organe superficiel et donc parfaitement accessible à la pose d'une sonde. Comme vous le voyez ici, sur cette, pour utiliser la flèche, comme ça, voilà. Comme vous voyez ici, sur cette vue transversale du pénis, on voit extrêmement bien toutes les structures morphologiques. Les corps caverneux, ici, les deux muscles caverneux, les deux artères caverneuses, la droite ici, la gauche là. Autour des deux muscles caverneux, l'albuginé, qui est cette membrane ici, que l'on suit parfaitement et qui entoure entièrement les deux corps caverneux. Au-dessus, la veine dorsale profonde, qui est ici. Ici, une artère dorsale, l'artère dorsale gauche, et ici, le corps spongieux. Lorsqu'on utilise un test pharmacologique qui permet un remplissage des corps caverneux, on peut tout à fait explorer les deux artères caverneuses, comme on le voit ici, et avec donc la stimulation pharmacologique. Et enfin, troisième possibilité, c'est ce que nous appelons le PNORT, c'est-à-dire le Penile No Release Test, qui a été systématisé par le docteur Virag et qui permet cette fois-ci d'apprécier la fonction endothéliale des artères caverneuses. On voit donc qu'à divers titres, cet examen est un examen pivot qui nous permet de travailler dans les troubles de l'érection. Quel matériel utiliser? Eh bien, un écho-doppler standard, mais quand même assez performant, puisque vous voyez qu'on a plusieurs sondes à sa disposition, à la fois des sondes superficielles, réglées de façon très précise, certaines pour l'aspect tissulaire, d'autres pour l'aspect vasculaire, et une sonde profonde qui permet l'exploration abdominale. On va utiliser deux types de tests, soit un mini-test, soit un maxi-test. Le mini-test ne permet d'explorer que les artères, d'apprécier la qualité des artères, et on va injecter à ce moment-là une mini-dose de produits vasoactifs, soit 5 microgrammes de prostaglandine, soit 8 mg de papavérine. Mais cet examen ne permet pas de juger le côté veineux de l'érection. Le maxi-test, par contre, qui utilise à l'injection une dose de produit beaucoup plus importante, soit 1 millilitre de notre mélange vasoactif, soit et éventuellement 2 ampoules de papavérine, c'est-à-dire 80 mg de papavérine, c'est-à-dire une dose qui, chez un homme normal, déclenche une érection rigide durable.
Et à ce moment-là, on va pouvoir à la fois étudier le côté artériel et le côté veineux. Enfin, cette exploration va aussi nous permettre de juger éventuellement de la qualité de l'albuginée et de la qualité du tissu caverneux, en particulier chez les patients drépanocytaires qui ont eu déjà des priapismes et chez lesquels on nous demande d'évaluer la qualité de ce tissu caverneux ou ce qu'il en reste. En ce qui concerne donc ce test d'évaluation de la fonction endothéliale, il est extrêmement simple puisqu'on va juste mesurer le diamètre interne d'une des deux artères caverneuses, sans test pharmacologique, là, en posant un brassard de nouveau-né qui va nous permettre d'installer une pression supérieure à la pression du patient pendant 5 minutes. On mesure donc le diamètre interne de l'artère avant et 5 minutes, après 5 minutes de compression. Normalement, cela va déclencher dans l'endothélium de l'artère la formation de monoxyde d'azote qui va entraîner une dilatation de l'artère. Et c'est donc l'importance de la dilatation de l'artère que l'on va juger. Avec cette formule nous permet d'avoir un index PNORT qui, lorsqu'il est supérieur à 1,35, est jugé normal, avec, vous voyez, une dégressivité en fonction de l'atteinte de l'endothélium. Ensuite, pour étudier la vascularisation artérielle pénienne, les deux artères caverneuses et les deux artères dorsales sont alimentées par cette artère longue et fine qui est l'artère pudendale interne, elle-même issue de l'artère iliaque interne. On sait depuis le syndrome de Lorich dans les années 1930 que, bien évidemment, toute atteinte artérielle peut entraîner une dysfonction érectile plus ou moins importante. On va donc, dans un premier temps, faire une exploration tout à fait classique, c'est-à-dire de l'aorte, des iliaques communes, ici donc une iliaque commune droite. Voici une autre image d'aorte qui présente, comme on le voit, et on se reporte là à ce qui a été dit précédemment, des parois épaissies, légèrement calcifiées, et à droite, déjà une artère, l'origine d'une artère iliaque interne. Ensuite, après injection d'un produit vasoactif, ici, je vais vous présenter essentiellement le maxi-test. On enregistre le flux dans les artères sexuelles à 3 minutes et à 10 minutes. À 3 minutes, c'est-à-dire au moment de l'installation de l'érection, et à 10 minutes, en principe, au moment où les corps caverneux sont déjà dilatés, où il s'est installé une résistance périphérique. À gauche, vous avez donc un aspect d'artère caverneuse normale à 3 minutes avec une ascension, avec une vitesse systolique maximale élevée à 67 cm/s et une vitesse diastolique importante puisqu'à ce moment-là, il n'y a pas encore de résistance d'aval. À 10 minutes, on voit que l'aspect est différent normalement puisqu'il y a une disparition et même parfois une inversion de la vitesse diastolique. À droite, vous voyez ici une artère caverneuse déjà bien atteinte, avec une diminution vraiment significative de la vitesse systolique maximale, un écrasement du flux et ce que l'on appelle une démodulation du flux. On explore non seulement les deux artères caverneuses, mais aussi les deux artères dorsales, qui étant aussi alimentées par l'artère pudendale interne, doivent en principe montrer les mêmes atteintes que les artères caverneuses.
Dans les 20 dernières années, de nombreuses études ont établi une relation significative entre la dysfonction érectile et toutes les maladies cardiovasculaires, et avec une relation significative entre elles. On sait donc maintenant que si l'on trouve sur les artères caverneuses une atteinte artérielle significative, cela est un symptôme prédictif d'une maladie cardiovasculaire globale et entraîne bien évidemment une exploration totale des artères et une consultation cardiologique. On va maintenant parler du côté veineux de l'érection. Vous voyez ici deux aspects. L'aspect à gauche du tissu caverneux au repos, où l'on voit une artère caverneuse peu non dilatée, et le retour veineux qui se fait par ces collatérales veineuses qui traversent l'albuginée et qui sont récupérées par un canal collecteur qui lui-même va se drainer par la suite dans la veine dorsale profonde. Lorsqu'il y a installation de l'érection, toutes les cavernes des tissus caverneux se remplissent de sang, il y a une augmentation de volume, une extension de l'albuginée qui devient beaucoup plus fine et qui, avec une paroi qui arrête le retour veineux, qui doit donc être absent au moment de la rigidité de l'érection. Chez beaucoup de patients, cet arrêt veineux ne se passe pas normalement. Il y a ce que l'on appelle des fuites caverno-veineuses, c'est-à-dire que malgré le remplissage, on ne peut pas avoir une érection rigide complète parce qu'il y a toujours cette fuite et cela existe à la fois chez des patients jeunes et parfois chez des patients plus âgés. Ces fuites caverno-veineuses existent à tous les âges. Comment est-ce qu'on les explore sur le plan hémodynamique? On fait une coupe transversale du pénis à la racine, à sa racine, et l'on voit très bien ici les deux corps caverneux qui sont dilatés, les deux artères dorsales ici et la veine dorsale profonde ici, qui ne présente pas de flux veineux et qui est donc bloqué. Ceci est un aspect normal de non-fuite par la veine dorsale profonde. Par contre, ici, on voit très bien entre les deux artères dorsales, ici et ici, un flux veineux continu dans la veine dorsale profonde. Et ce flux veineux dans la veine dorsale profonde peut être tout à fait enregistré et mesuré. On peut parfois, il faut aussi non seulement explorer la veine dorsale profonde, mais toutes les veines superficielles qui sont autour. En particulier ici, on voit un flux dans une veine dorsale superficielle droite, qui est assez important puisqu'on le voit à 31 cm/s. Ce patient a eu par la suite un cavernoscanner et on voit très bien ici la correspondance. Le flux que l'on a enregistré ici se manifeste ici sur cette veine dorsale. On explore aussi le fond des corps caverneux, cette fois-ci avec la sonde profonde qui nous permet d'explorer en tangentiel le fond des corps caverneux. On voit très bien ici le fond des deux corps caverneux avec les deux artères caverneuses ici et ici un flux veineux, qui correspond à une fuite à ce niveau-là. Ce patient a eu de la même façon un cavernoscanner qui a permis de voir dans le fond, dans la corne du corps caverneux droit, cette énorme fuite caverno-veineuse ici. Quels sont donc les paramètres mesurés lors de cet examen? Sur le flux artériel, on mesure deux choses, la vitesse systolique à 3 minutes, la vitesse télédiastolique à 10 minutes. Sur les flux veineux, cette fois-ci, lorsqu'ils existent,
on mesure des vitesses moyennes, soit de la veine dorsale profonde, soit d'une veine dorsale superficielle. Et enfin, dans ce maxi-test, on évalue la rigidité obtenue selon le critère de l'EHS reconnu internationalement. Cette rigidité est scorée entre 1 et 4. Nous avons donc établi des scores artériels et veineux extrêmement précis qui nous permettent de scorer tous les patients. Sur le plan artériel, la vitesse systolique maximale à 3 minutes doit être supérieure à 50 cm/s au maxi-test, à 30 cm/s lorsque l'on utilise un mini-test. On évalue aussi le temps d'ascension systolique, qui est important. Ensuite, sur les flux veineux, on mesure donc les vitesses moyennes lorsqu'elles existent et elles ont été scorées aussi bien au niveau ici de la vitesse télédiastolique sur le flux artériel à 10 minutes que dans la veine dorsale profonde ou dans les veines dorsales superficielles lorsqu'elles existent. Ces scores ont été évalués de 0 à 3 selon la vitesse qui a été évaluée. Nous voyons donc qu'au niveau veineux, le score final, lorsqu'on ajoute les différents scores, varie de 0 à 9 et on obtient donc un score veineux final qui nous permet, nous, d'évaluer l'importance de la fuite caverno-veineuse de ces patients. Nous avons fait une étude rétrospective sur 50 cas d'évaluation écho-Doppler par maxi-test et on a utilisé on a comparé avec les résultats du cavernoscanner, le cavernoscanner étant à l'heure actuelle la valeur de référence en ce qui concerne les fuites caverno-veineuses. Et il avait été fait une classification de ces cavernoscanners en pas de fuite, fuite profonde, fuite superficielle et fuite complexe. On a donc comparé les scores veineux obtenus avec l'exploration écho-Doppler et les cavernoscanners et l'on a obtenu une sensibilité de 97,6%, une spécificité de 77,7%, ce qui permet donc d'affirmer que cet examen écho-Doppler tel qu'il a été présenté ici est totalement prédictif aussi en ce qui concerne les fuites caverno-veineuses et c'est un examen qui doit être fait de cette façon-là avec ces scores avant de décider pour ces patients de faire un cavernoscanner. Bien évidemment, il faut savoir que dans ce maxi-test, on peut avoir une érection prolongée et il faut savoir gérer de façon très précise cette érection prolongée, ne jamais laisser un patient partir du cabinet en érection. Il faut donc utiliser, si après 30 minutes, on a une érection qui est toujours rigide, on fait une injection de 0,6 ml d'éthyléphrine intracaverneuse. Si au bout de 15 minutes, elle est toujours rigide, on réinjecte la même dose. Si au bout de 15 minutes, on n'a pas d'étumescence, on pratique un drainage avec un Butterfly 30G en ayant fait au préalable une petite anesthésie locale. C'est efficace dans tous les cas et cela permet de faire ce maxi-test en toute tranquillité. Nous avons un numéro d'urgence priapisme au CETI, dont le numéro est donné ici, et que l'on donne bien évidemment à tous les patients. Cet examen écho-Doppler permet donc, en première intention, de scorer les patients et nous permet de décider à la fois les explorations ultérieures et la thérapeutique que l'on va proposer aux patients. Lorsqu'on a eu seulement une tumescence ou une érection instable ou incomplète, cela signifie qu'il y a vraisemblablement soit une atteinte artérielle très très importante, soit une fuite caverno-veineuse, soit parfois les deux. Et on va envisager par la suite chez ces patients, un cavernoscanner ou un angioscanner. Et il sera orienté vraisemblablement en thérapeutique, soit par un traitement par auto-injection intracaverneuse, soit en chirurgie,
chirurgie artérielle ou chirurgie veineuse, ou éventuellement un implant. Lorsqu'on a obtenu une érection rigide et durable, où cela élimine totalement une atteinte vasculaire, ou cela signifie une atteinte artérielle isolée que l'on a vue sur le flux artériel, et à ce moment-là, on oriente le patient vers un traitement médical. L'autre intérêt de cet examen, à ce moment-là, la plupart du temps sans injection intracaverneuse, c'est l'exploration de la maladie de la Peyronie, qui, ces dernières années, s'est beaucoup développée dans notre expérience, et dans la mesure où l'albuginée est extrêmement bien vue avec cette technique. L'albuginée normale a été explorée. Je vais vous montrer ensuite les dimensions. La maladie de la Peyronie est une fibrose de l'albuginée qui se développe essentiellement au niveau de l'albuginée dorsale, parfois au niveau de l'albuginée ventrale, mais dans 80% des cas au niveau de l'albuginée dorsale, entraînant à ce niveau un épaississement et bien sûr une rigidité de cette albuginée qui entraîne donc en érection des déformations de la verge, parfois très importantes. Nous avons donc installé une standardisation de cet examen de l'albuginée dans les cas de maladie de la Peyronie, où l'on étudie cette albuginée en coupe transversale à 5 niveaux différents, depuis la situation proximale, c'est-à-dire à la racine de la verge, puis ce qu'on appelle le proximal médian, le médian distal et distal, ce qui nous permet d'avoir une idée complète de cette albuginée dorsale, avec des mesures extrêmement précises de l'épaisseur à chaque niveau. Il a été fait une étude sur 50 cas d'albuginée normale chez des patients qui venaient consulter pour autre chose, en particulier pour des dysfonctions érectiles. Et nous avons donc mesuré cette albuginée à la fois au niveau dorsal, au niveau latéral et au niveau ventral, à la fois chez des patients normaux et chez 90 patients atteints de maladie de la Peyronie. Et nous avons donc présenté l'épaisseur moyenne chez les patients normaux et chez les patients atteints de maladie de la Peyronie à tous ces niveaux. Voilà des exemples d'albuginée présentant une maladie de la Peyronie, avec parfois, comme vous le voyez ici, non seulement une fibrose importante de l'albuginée, mais même la présence ici d'une plaque calcifiée à la limite entre l'albuginée et le corps caverneux. Et c'est l'exposé du premier chirurgien vasculaire sur les calcifications nous intéresse beaucoup parce qu'on pourrait peut-être lui poser un certain nombre de questions sur ces calcifications au niveau de l'albuginée. Ici, vous voyez en coupe transversale et ici en coupe longitudinale. Ce patient avait été injecté avec une petite dose de produit et l'on voit très bien à la fois l'épaisseur de la fibrose de l'albuginée, ici la plaque calcifiée et la diminution et l'étranglement que cela comporte au niveau de la verge en érection. Voici une autre image d'épaississement de fibrose de l'albuginée, c'est une vue latérale. Et le même patient en vue transversale avec cet épaississement extrêmement important, cette fibrose, avec une épaisseur à ce niveau de 4 mm, c'est-à-dire le double d'une albuginée normale. On peut donc voir que cet examen est performant non seulement pour le dépistage des patients qui viennent soit pour dysfonction érectile, soit pour maladie de la Peyronie, mais aussi pour le suivi des patients en post-chirurgie, entre autres. On refait le même examen en pré-chirurgie et en post-chirurgie pour évaluer la qualité de l'acte chirurgical, en post-traitement pour les injections intracaverneuses. On voit que tous ces examens ont été parfaitement standardisés,
ce qui nous permet d'avoir des critères extrêmement précis. Notre étude, lorsque l'on a comparé le cavernoscanner et l'examen écho-Doppler, nous a montré que le critère qui était publié jusque-là sur la vitesse télédiastolique, qui était le seul signe pour les fuites cavernoveineuses, n'est absolument pas suffisant, puisque très souvent, nous avons constaté qu'il y avait une disparition de la vitesse télédiastolique, mais des fuites essentiellement par des veines superficielles. Il ne faut pas avoir peur de ce maxi-test. Nous montrons à tous les patients, à tous les médecins vasculaires à qui j'enseigne à l'heure actuelle cette technique, que comme on a un antidote fiable, tout à fait la possibilité de faire retomber une érection, ça n'est absolument pas un handicap et un obstacle à faire cet examen en cabinet pour tous les médecins vasculaires. Par ailleurs, si on a obtenu une érection rigide et durable, ça élimine systématiquement la fuite cavernoveineuse et ça rassure le patient. Cet examen, ce maxi-test, permet à la fois d'évaluer le côté artériel et le côté veineux, et il nous permet bien évidemment après d'orienter les patients. Donc voilà. Et cela nous permet à l'heure actuelle de vouloir former à la fois des chirurgiens et des médecins vasculaires à ces techniques. Et c'est pour cela que grâce au professeur Benamou et au professeur Koskas, nous allons commencer ce diplôme universitaire pour lequel nous avons déjà 10 personnes inscrites à l'heure actuelle et nous allons commencer la semaine prochaine. Voilà, c'est vraiment... Je vous remercie beaucoup. Vous avez rendu des concepts qui sont pour la plupart d'entre nous assez fumeux, perceptibles. J'aimerais vous poser une question sur la fuite cavernoveineuse. Je pense que c'est un élément important de ces interviews. Quel est le primum movens anatomique de ces fuites cavernoveineuses? Pourquoi est-ce qu'il y a une fuite cavernoveineuse? On ne le sait pas encore, on a des hypothèses, mais à l'heure actuelle, absolument de rien de vraiment précis à ce niveau. On les constate, mais donc on va les traiter, on va les traiter en tant que tels. C'est le professeur Eric Haller qui commence à beaucoup en traiter. Mais en ce qui concerne le primum movens, est-ce que le docteur Virac veut dire un mot à ce sujet? Puisqu'il les étudie depuis... Je vais être très bref parce qu'on va en parler dans une minute. Mais si tu veux, Fabien, le problème est qu'il faut qu'il y ait une continence parfaite de l'érection, des corps caverneux pour qu'il y ait une érection normale. Et la fuite cavernoveineuse, c'est un constat mécanique. Elle a plusieurs origines. Elle peut être purement psychogène. Comment? Eh bien, le patient développe une hyperadrénergie très importante au moment de l'acte et le déclenchement de l'érection ne se fait pas. Ça, c'est la première cause. Possible. Mais oui, elle va être problème. C'est-à-dire qu'il va y avoir un début d'érection, mais comme l'annulation de la adrénergique est insuffisante, le blocage ne se fait pas. Et là, on aura une vitesse télédiastolique importante. La deuxième cause, c'est l'insuffisance d'arrivée artérielle, puisque la baignoire ne se remplit pas et elle se vide en même temps parce que, comme l'a montré Hélène, la pression sur la sortie caverneuse ne se fait pas suffisamment. Et la troisième cause, qui est déniée par beaucoup des confrères et des collègues,
c'est des anomalies congénitales qu'on peut, nous, chirurgiens cardiaques, on y est tout de suite sensible, c'est retour veineux pulmonaire anormal. Et si on regarde les anciennes études anatomiques, on les retrouve, c'est-à-dire il y a des voies de drainage anormales. Donc c'est ces trois phénomènes, plus probablement des causes métaboliques, mais qui reviennent aussi, un peu comme l'a expliqué ton élève tout à l'heure, à des phénomènes autour du NO, et c'est pour ça qu'on explore, on essaye d'explorer le NO aussi par ce test simple. Merci, j'ai une question pour Hélène. Avec le développement de médications très facilement utilisées sans exploration pour des médicaments du type Viagra et dérivés, quelles sont les indications de ces explorations poussées, telles que tu les fais? Faut-il les diffuser beaucoup plus largement, l'exploration réelle, aussi précise que celle que nous as montrée, parce que peut-être on passe à côté d'un certain nombre de patients qui sont traités de manière inadaptée en utilisant des médicaments qui n'ont pas forcément que des effets favorables, parfois chez les hypertendus, les coronariens, etc. Ils se prennent leur dose et puis en fait, ils ne font pas exactement ce qu'il faudrait faire. Bien évidemment, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que tout patient présentant une dysfonction érectile avant prescription de ces médicaments devrait avoir une exploration, pour la bonne raison que pour certains, ce traitement est totalement inadapté, puisque s'il a des fuites caverno-veineuses, ces traitements sont totalement inutiles. Deuxièmement, si on leur donne un traitement inadapté, un certain nombre de patients vont être complètement déçus et ne consulteront plus en disant que de toute façon, il n'y a plus rien à faire et on les perd. Et on perd pour eux des possibilités de traitement. Et enfin, quand on a mal à la tête, on ne donne pas simplement une aspirine en disant que le problème est réglé. Et avant de donner un traitement à un patient, il est quand même important de savoir pourquoi on le donne. Et dans ce que j'ai montré, il y a toute une partie de patients pour lesquels, effectivement, ces traitements sont adaptés et, on espère, efficaces. Mais pour les autres, il est totalement inutile de commencer par leur donner ces médicaments qui ne vont servir à rien et qui vont souvent leur faire perdre beaucoup de temps. On voit arriver des patients qui sont depuis 7-8 ans en errance avec des traitements complètement inutiles pour eux ou insuffisants. Est-ce que, effectivement, c'est peut-être une des fonctions de l'Académie de chirurgie, de faire passer ce genre de message auprès du grand public, parce que le nombre de personnes qui s'automédiquent en pensant qu'ils vont avoir des meilleurs rapports sexuels alors qu'ils ont des problèmes, c'est peut-être des choses de santé publique, c'est pas la Covid, mais c'est quand même un sujet majeur d'importance. Oui, et là, je pense effectivement que ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que cette exploration nous permet parfois de mettre en évidence des maladies cardiovasculaires. J'ai découvert ces derniers temps beaucoup d'artériopathie des membres inférieurs, bien évidemment sans signe à ce moment-là, mais qui étaient déjà très évoluées, et des maladies, bien sûr, cardiaques aussi, quand on les envoie chez le cardiologue, bien évidemment. Une question de Jean-Claude Couffinal. Juste une petite question de curieux, parce que je suis parfaitement vos travaux, mais pourquoi on a arrêté toute la partie qui était du côté du volume et des débits, de la pétismographie, pour arriver voilà, il y avait l'histoire de l'érection nocturne, etc., plus les débuts en pétismo, c'est ce qui a fait qu'on a basculé. Alors, moi, je suis arrivée dans le domaine au moment de l'écho-Doppler et cet examen étant quand même très simple à pratiquer, beaucoup plus simple et nous donnant des renseignements aussi précis, je pense que c'est simplement
la facilité qui nous a orientés vers ce changement de technique dans l'évaluation. Pourquoi on a abandonné la plétismographie et nocturne et le... Oui. Alors, c'est un expert qui parle, puisque j'en ai fait, je crois, 600 ou 700 dans les premières années. C'est extrêmement compliqué. La plétismographie de l'érection nocturne consiste donc pour ceux à faire exactement comme les études du sommeil, et on mesure l'érection pendant les phases du sommeil paradoxal. J'étais allé à la Mecque de l'endroit qui était au Texas, au Baylor College, qui m'a permis d'aller voir également les chirurgiens vasculaires. Et donc, j'avais installé ça, d'ailleurs en privé. C'était assez compliqué. Et il faut faire 3 jours, 3 nuits d'examen pour avoir quelque chose de valable. Déjà, une complication énorme. Les renseignements fournis d'ordre plétismographique n'avaient pas du tout la qualité. Ils servaient simplement à voir si le type bandait bien la nuit, et on savait qu'il avait des érections à peu près normales, et ça évitait. C'était un examen médico-légal qui avait été mis au point par les urologues américains, en particulier par Frank Branley Scott, le créateur de l'implant hydraulique, pour avoir une certitude qui mettait ces implants à des gens vraiment malades. Voilà, c'est pourquoi. Et après, quand on a eu le test, enfin, c'est la papavérine qui a tout changé. Quand on a eu le test à la papavérine, on faisait la même chose en une demi-heure.